Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Alors pour ce live, nous allons consulter 3 vidéos. Une sur l'actualité de l'Ukraine, une sur l'actualité de la France et une sur l'actualité de la République démocratique du Congo. Donc sans plus tarder, on va se lancer dans les vidéos. Avant ça, je tiens à vous demander une chose. Pour m'aider à faire prospérer la chaîne et à lutter contre la censure de YouTube, je vous prie de bien vouloir liker, commenter et surtout partager les vidéos. Et surtout, n'hésitez pas à les partager avec moi-même si c'est possible, que ce soit sur Instagram ou ailleurs. Je vous remercie et nous passons en vidéo. Alors, nous allons commencer par l'actualité de l'Ukraine puisqu'il y a quelque chose de drôle qui se passe en Ukraine. Alors, il y a 2 actualités pour l'Ukraine. J'ai vu qu'il y avait une chose importante que je tiens juste à vérifier ici. Donc, nous allons aller sur Military Summary en français parce qu'il y a eu une mise à jour en français parce que vous aimez ça aussi. Et donc, nous avons une mise à jour, on en a même 2 parce que je voulais regarder celui qui disait que les Ukrainiens, ils étaient arrivés au centre de Pokrovsk, mais on en a encore une autre de ce matin. Donc, nous allons regarder celui de ce matin parce qu'il se mêle à l'actualité dont je voulais vous parler. Donc, c'est parti. Salut à tout le monde. Dites-moi si vous m'entendez bien et si vous me voyez bien. C'est important pour moi. Et puis, je vous remercie d'être là. Je vous salue les amis. Vous êtes sur la chaîne Rapport Militaire et aujourd'hui nous allons discuter avec vous de la situation en Ukraine au 23 juillet 2025. Aujourd'hui, un très grand nombre d'événements ont eu lieu, alors commençons. Eh bien sûr, l'événement le plus important est le 3e round de négociations à Istanbul entre les délégations de la Fédération de Russie et de l'Ukraine. Au moment où j'ai commencé à préparer cette vidéo, nous n'avions pas encore les résultats de ces négociations. Il est possible que vous sachiez clairement sur quoi les parties se seront mises d'accord au moment où vous regarderez cette vidéo. Mais encore une fois, selon les informations provenant de sources ouvertes, rien de sérieux et d'important ne sera discuté pendant ces négociations. L'échange de prisonniers de guerre et bien sûr la possible préparation d'une rencontre entre les présidents de la Fédération de Russie et de l'Ukraine. Alors, juste pour ça, puisque ça j'ai pas checké, et juste pour vérifier, nous allons aller regarder si nous avons une publication par rapport aux négociations en Ukraine. Donc, ok, on a 2 publications par rapport aux négociations en Ukraine et on va les regarder. On va regarder le premier. Pour la 3e fois en moins de 3 mois, c'est ici, à Istanbul, que se tient un nouveau cycle de négociations de paix entre l'Ukraine et la Russie. Enjeu de la rencontre, trouver une issue au conflit qui dure depuis plus de 3 ans. Mais Moscou a déjà prévenu, les échanges pourraient être tendus. Évidemment, personne ne s'attend à quelque chose de facile. Bien sûr, ce sera une conversation très difficile parce que nos projets sont diamétralement opposés. Car d'un côté, la Russie, elle exige l'annexion de 4 régions ukrainiennes qu'elle occupe partiellement, en plus de la Crimée. Mais aussi que Kiev renonce aux livraisons d'armes occidentales et à toute adhésion à l'OTAN. Des demandes exagérées selon Kiev, qui accuse le Kremlin de jouer la montre, profiter d'un désaccord pour continuer la guerre. L'Ukraine qui exige la mise en place immédiate d'un cessez-le-feu de 30 jours et à terme, le retrait des troupes russes de son territoire et des garanties de sécurité de ses alliés. Ah Seigneur, des fois je me dis ils sont pas sérieux ces gens-là. Ils croient vraiment que les Russes vont quitter les oblasts qu'ils ont déjà annexés officiellement par référendum. Et en plus, on continue encore avec ces histoires de cessez-le-feu inconditionnel. Bon, je pense que ça c'était de l'esbrouf. Je ne sais pas qu'est-ce que Zelensky il prépare encore comme bêtise parce que à chaque fois qu'il a demandé round de négociation ou à chaque fois qu'il a fait semblant de demander les négociations, quelque temps après nous avons vu qu'ils ont fait une dinguerie par rapport à la Russie. Et donc la dernière fois c'était pour le truc de Kursk, c'était exactement ça. Et la dernière fois, avant les autres négociations, c'était les attaques sur les avions. Donc je pense que ce tour-ci, les Russes l'attendent de tournant. Ou si vraiment il surprend encore les Russes ce tour-ci, ça sera, je ne sais pas, il faudra saluer la créativité de l'Ukraine.
Mais moi, je n'attends rien de cette histoire. Je pense que c'était une posture pour donner peut-être des gages à Donald Trump pour dire que voilà, vous voulez continuer à nous aider, vous voulez pousser que on conclue un accord avec la Russie, nous on est prêts à venir à la table, mais regardez, et ils n'ont pas changé, ils continuent toujours à demander notre capitulation. Donc c'est une mise en scène, je pense. En mai et en juin, les négociations avaient échoué sur ces propositions. Seuls des échanges de prisonniers et soldats tués avaient été négociés. Cela pourrait être à nouveau le cas cette fois. Je n'attends pas grand-chose de ces négociations, Iston. Avant que cet analyste ukrainien ne réponde, moi sincèrement, je doute même que l'Ukraine soit venue là avec l'intention de récupérer des corps de soldats ukrainiens. Puisque la dernière fois, ils ont refusé de les récupérer. C'est quand il y a eu un tollé que les gens ils ont commencé à réagir sur le fait qu'ils refusaient de reprendre leurs soldats, que soudainement Zelensky s'est efforcé d'accepter de reprendre les corps de soldats ukrainiens que la Russie avait déjà rapprochés de la frontière. Donc moi je ne pense pas que ça soit ça encore une fois de plus pour négocier les corps de soldats ukrainiens, plutôt peut-être pour négocier le retour des soldats ukrainiens capturés par Moscou, parce qu'au moins ça garantit des soldats qu'on peut remettre au combat. Parce que je vous le précise encore à nouveau, bien que si vous suivez la chaîne, vous savez que c'est vrai, il y a énormément de désertion en Ukraine. Et donc, ils ont du mal à trouver des soldats, et il y a tout type de désertion en Ukraine. Au moins, avec ces soldats-là qui vont récupérer, il y aura une traçabilité, et à la fin, ils peuvent venir les rechercher pour les renvoyer à la guerre. Mais concrètement, nous sommes en train de voir, c'est que peut-être Moscou visait depuis le début, l'attrition est en train de payer pour la Russie, parce que l'Ukraine a de plus en plus de mal à tenir le front, parce que l'élément essentiel pour se battre, c'est quand même d'avoir des soldats. Et moins tu as de soldats, moins tu peux te battre partout en même temps et être fort partout en même temps, comme l'a analysé Veille stratégique tout à l'heure. Donc, c'est vraiment ça que moi je vois. Je vois que là, ils essayent de récupérer des soldats, parce que pour ce qui est des soldats en Ukraine, on est dans une dynamique tout à fait différente avec la Russie qui, elle, paye bien les soldats, prend bien soin des familles des soldats, et donc les gens, en plus du patriotisme, sont bien rémunérés pour aller se battre. Et donc, du côté russe, ils n'ont pas à forcer qui que ce soit à aller à la guerre. Bien au contraire, c'est devenu même une opportunité pour la plupart des hommes de pouvoir, dans un temps assez réduit, ou en tout cas plus vite que dans la société normale, de pouvoir peut-être accumuler un patrimoine ou une richesse qu'ils n'auraient pas pu accumuler autrement. La seule chose qui peut avancer, c'est le volet humanitaire. J'espère qu'il y aura des accords pour de nouveaux échanges de prisonniers. C'est extrêmement important et c'est ce qui pousse l'Ukraine à participer à ce processus de négociation. La Russie reste tout de même sous la pression des États-Unis. Mi-juillet, Donald Trump avait promis de porter les droits de douane avec Moscou à 100% si aucun accord n'était trouvé d'ici 50 jours, soit début septembre. Il fallait qu'on s'attende à du manichéisme occidental. Il fallait forcément qu'on dise que voilà, la Russie est sous la pression de l'Occident, ou la Russie est sous la pression des États-Unis. Ça fait 3 ans que la guerre perdure, ça fait 3 ans qu'ils ont fait toutes sortes de manœuvres qui n'ont abouti à rien. Même le dernier train de sanctions de l'Union européenne, comme je vous l'ai montré, il ne sert à rien. Tout le monde a intérêt à ce que la Russie continue à vendre son pétrole, et la Russie continue à vendre son gaz, et surtout continue à le vendre à des prix compétitifs. Parce que l'Union européenne a voulu baisser les prix du gaz et du pétrole russe, mais s'ils font ça, ça va forcément faire une baisse du prix du pétrole pour l'Amérique et l'Arabie Saoudite, qui tous les deux n'ont rien à faire que le prix du pétrole baisse. Au contraire, il faut que le prix du pétrole reste à là où elle est, ou qu'elle ne monte pas trop. Donc, franchement, je comprends pas. Je comprends. Ils font ça pour continuer à faire croire à leur population leur scénario. Parce qu'ils ont tellement menti depuis des années que, soudainement, s'ils changent,
ça ferait bizarre. C'est maintenant comme aujourd'hui quand on attend, depuis que BFM TV n'est plus aux mains de son ex-patron, qui était le milliardaire israélien qui a fui ou qui est parti en Israël, et bien maintenant vous attendez de plus en plus la critique revenir sur BFM TV, et maintenant on commence clairement à dire des choses qui ne se disaient pas avant par rapport à ce qu'Israël fait à Gaza sur BFM TV. Bien évidemment, les autres, ils y vont toujours en reculant, mais au moins sur BFM TV, la critique commence à revenir. Ok, maintenant qu'on a vu ça par rapport à la guerre, on peut revenir pour voir, ça c'était par rapport aux négociations, on peut maintenant revenir pour voir la suite des militaristes. À l'heure actuelle, des rencontres bilatérales ont déjà lieu entre les délégations ukrainiennes et turques. Certains points, peut-être organisationnels, sont en train d'être réglés. Mais si l'on regarde la situation, ces négociations sont peut-être moins intéressantes et importantes en elles-mêmes que les prémices de ces négociations et tout ce qui se passe littéralement à la veille de celles-ci. Si l'on analyse globalement toutes les nouvelles qui arrivent aujourd'hui du territoire de l'Ukraine, des pays occidentaux, de l'Union européenne et bien sûr de la Fédération de Russie, on peut conclure que tout ne se passe pas comme il faudrait. Tout est absolument différent de ce à quoi on aurait pu s'attendre. Tout est absolument différent de ce à quoi nous sommes tous habitués. Si nous analysons les comportements tant de l'Ukraine que de la Fédération de Russie, la veille de chaque événement, qu'il s'agisse d'une réunion à Ramstein, d'un nouveau round de négociations à Istanbul, ou simplement de rencontres au sommet, il y a toujours des frappes, toujours des actes terroristes, des assassinats ciblés. Autrement dit, il se passe quelque chose de retentissant qui permet à Zelensky ou à Vladimir Poutine d'avoir des cartes fortes avant un tour de négociation ou un autre événement important. Mais si nous parlons des 22 et 23 juillet, il n'y a pratiquement aucune information de ce type. Pas de tentative de la part des forces armées ukrainiennes d'attaquer, par exemple, le pont de Crimée. Pas de tentative des forces armées ukrainiennes de lancer sur le territoire russe des dizaines, voire des centaines de missiles balistiques produits en Allemagne, ce qui auparavant était fait régulièrement. De même, de la part de la Fédération de Russie, depuis plusieurs jours, il n'y a pas eu de frappe massive sur des infrastructures militaires en Ukraine, pas de bâtiments de centres de recrutement détruits, rien. Juste un silence et une sorte, disons, d'agitation le long de la ligne de contact. J'apprécie que vous ayez été avec moi. Je vous remercie tous. Je vous dis à plus tard. Peace out.